Le 14 avril 2026, une vidéo virale de l'influenceuse Victoria Bonia interpellant directement Vladimir Poutine rencontre un écho inédit. Elle révèle une inflexion plus profonde. La popularité du président recule à son plus bas niveau depuis 2022 sur fond de guerre qui s'enlise, de restrictions croissantes d'Internet. À 6 mois des législatives, le Kremlin fait face à une défiance diffuse, encore contenue mais de plus en plus perceptible. Jusqu'où fragilise-t-elle le pouvoir? Bonjour Clémentine Fauconnier. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes politiste, maîtresse de conférences à l'université de Haute-Alsace. On vous doit notamment La Russie de Poutine, du tournant autoritaire à la guerre, paru aux éditions du Cavalier Bleu. Alors, il faut revenir peut-être sur cette séquence d'une influenceuse, Victoria Bonia. On va en écouter d'ailleurs un extrait. Я хочу записать Je обращение к traduis. президенту Je souhaite России adresser Владимиру un Владимировичу appel au Путину. président de la Russie, Я это Vladimir делаю Poutine. от Je le fais au лица nom du народа. peuple, il ne Они me l'a меня pas об этом не demandé, mais просили, je но sens au fond de внутри moi я que cette vidéo чувствую, doit что être нужно enregistrée. записать это Pourquoi? видео. Parce que Почему? Потому Vladimir что Poutine, Владимир le peuple a Владимирович peur de вас vous, les gens боятся. ordinaires ont peur de Народ вас vous, боится. les Блогеры blogueurs вас ont peur de боятся. vous, les Артисты artistes боятся. ont peur de vous, et pourtant, А вы vous êtes президент нашей président страны. de notre pays. Il me semble Мне que le кажется, мы не peuple должны бояться. ne devrait pas avoir peur de vous. Un commentaire, Clémentine Fauconnier, sur cette femme, Victoria Bonia. Qui est-elle? Alors, c'est une influenceuse qui est connue, alors qui n'est pas du tout connue pour ses positions politiques, qui jusque-là a été tout à fait légitimiste, qui vit à Monaco et qui donc a posté cette vidéo qui a été vue des millions de fois il y a quelques jours. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à la fois, c'est inhabituel, mais c'est pas complètement inédit ou c'est pas complètement en dehors du registre normal, je dirais, des interactions entre la société civile et Vladimir Poutine. Alors, je dis bien Vladimir Poutine, puisque c'est bien une adresse qui est très personnelle, qui montre bien la dimension très personnalisée du pouvoir. Et le fait que le pouvoir russe aime s'appuyer. La question du degré de mise en scène, je ne pourrais pas y répondre. Voilà, clairement, puisque le système russe Ouais. étant très opaque, on peut supposer en partie qu'elle a complètement intériorisé quelles étaient les lignes à ne pas dépasser, de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que le pouvoir russe, depuis très longtemps, en tout cas le pouvoir poutinien, aime s'appuyer sur des figures dites de la société civile, réputées apolitiques, et qui peuvent justement prétendre représenter la population. Voilà. La Ce qui est le cas population de cette femme? sur le fait qu'elle soit représentative, en tout cas, elle est très suivie. Elle est très suivie et justement, Représentative à Monaco. à Monaco, elle représente en effet, mais elle peut représentative dans le sens où elle peut susciter de l'intérêt, de l'adhésion, une éventuelle Peut-être de affection. l'identification. Voilà, une identification sans être vue comme étant politiquement dangereuse. Et donc, cette femme a une position qui est effectivement, là, elle parle de peur suscitée par Vladimir Poutine, ce qui ne rentre pas dans le cadre des critiques traditionnelles. Non, en effet, même si on peut très bien voir sur quoi, elle s'appuie. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'elle aborde tous les sujets qui peuvent fâcher potentiellement et qui fâchent en effet les Russes, sans toucher cependant aux deux thèmes qui sont absolument sacrés et voilà, non discutables, à savoir la personne de Poutine lui-même et la guerre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle peut éventuellement canaliser un mécontentement diffus, comme vous l'avez dit à l'instant, permettre éventuellement aux dirigeants actuels de la Russie de canaliser ce mécontentement sur des sujets sur lesquels il y a des ajustements possibles, sans pour autant toucher à ce qui est indiscutable. Bon, parallèlement à ces prises de parole, les sondages montrent une baisse de la popularité de Vladimir Poutine. Oui, en effet. Alors, il y a la question de savoir dans quelle mesure on peut croire ces sondages. Donc, évidemment que 60%, 68% de satisfaction, ça ne voudrait pas dire la même chose si on parlait de 68% d'adhésion en France. En revanche, ce qui est intéressant dans ces sondages, c'est de voir leur variation dans le temps. Et en effet, régulièrement, on voit des chutes de popularité de Vladimir Poutine qui restent très relatives, mais qui correspondent à des moments, qui sont tout à fait, associables à des objets de mécontentement. Par exemple, la dernière très grande chute, donc c'est 2022, vous l'avez dit. Précédemment, c'était 2018 au moment de la réforme des retraites. Donc ça dit bien quelque chose sur une fatigue, sur un mécontentement, sur une volonté peut-être de protester, en lien notamment à ce qui se passe avec les coupures d'Internet que vous avez évoquées aux enjeux internationaux il y a très peu de temps. Bon, la guerre en Ukraine, qu'est-ce que l'on sait sur sa popularité ou son absence de popularité dans l'opinion? Puisque c'est ça, en fait, la vraie question.
C'est la vraie question. C'est la vraie question, je dirais, de notre point de vue depuis Bien l'étranger sûr. et en partie du point de vue des dirigeants. C'est-à-dire que tout est fait depuis le début pour éloigner le plus possible la population de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire vraiment pour la présenter déjà comme une guerre défensive. C'est pas nous qui avons attaqué, nous sommes simplement en train de nous défendre au début contre les nazis et puis très vite par extension contre ce que les dirigeants appellent l'Occident collectif, et de faire en sorte plutôt de centrer l'attention sur d'autres sujets et de faire de cette guerre une guerre très lointaine. Lesquels? Centré sur d'autres sujets, parce que malgré tout, il y a ô combien des Russes qui meurent dans ce conflit. Oui, mais qui sont plus ou moins éloignés. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ceux qui sont les Russes qui sont mobilisés viennent souvent des régions les plus pauvres. Ça a été dit, des très grandes villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg sont relativement, je dirais, protégées. C'est pas là qu'on recrute les combattants. Les combattants sont de plus en plus recrutés à l'étranger. Par À ailleurs, l'étranger, c'est-à-dire? alors sur le continent africain, en Corée du Nord, donc il y a soit des accords qui font que le recrutement permet aujourd'hui de ne pas avoir à puiser dans la population de façon large et indifférenciée. Il y a eu un épisode très intéressant qui était donc à l'automne 2022 lorsque la mobilisation partielle a été décrétée. Et là, il y a eu quand même un mouvement de protestation, de mécontentement, de panique, puisqu'on a compté pratiquement 1 million de départs en l'espace de quelques mois. Et on voit que là-dessus, le gouvernement russe a reculé, a compris aussi de son côté qu'il y avait des lignes rouges, d'une certaine façon, à ne pas dépasser. Bon, je parlais donc de baisse de la popularité de Vladimir Poutine. Il y a des sondages. Qu'est-ce que l'on peut faire de ces sondages dans un pays autoritaire comme la Russie? Alors, comme je disais, il y a les variations qui sont intéressantes à étudier. Ce qu'il y a aussi, c'est que vous avez des sondages et puis vous avez aussi des enquêtes qualitatives qui sont menées donc, par des réseaux de sociologues qui arrivent encore à rester sur place et qui, de façon très discrète, très prudente, en mettant en place toutes sortes d'innovations, simplement d'outils sociologiques qualitatifs, cherchent un petit peu à comprendre comment la population se positionne. Ce qui est intéressant, c'est que si on demande aux gens directement est-ce que vous êtes pour la guerre, la plupart du temps, soit par prudence, quand même, parce qu'il faut quand même rappeler à quel point le contexte russe est répressif et de plus en plus répressif. Donc par prudence avant tout, mais aussi par conformisme ou par un désintérêt qui est fabriqué donc par toute la machine médiatique publique, vont répondre qu'ils sont en faveur de la guerre, mais qu'ils pensent aussi que la guerre est quand même une calamité et une catastrophe. Et si on pose par exemple des questions un petit peu différentes, c'est-à-dire si on demande est-ce que cette guerre elle a apporté plutôt des choses bénéfiques ou plutôt négatives, la réponse là sera très majoritairement négative. Voilà, par exemple. Sur Vladimir Poutine, si on s'interroge, donc la cote de popularité reste élevée, en tout cas formellement. Mais si on demande aux gens, est-ce que vous pensez que la Russie suit un cours plutôt positif ou négatif, là, aujourd'hui, plus de 50% vont répondre que la pente est plutôt négative. Donc, en fait, le fait de poser des questions qui permettent de ne pas aborder frontalement les sujets qui fâchent, montre qu'en fait, la satisfaction est quand même très basse. Bon, il y a aussi la question donc des coupures d'Internet. Est-ce qu'on comprend pourquoi il y a des coupures d'Internet? Alors, depuis 2019, donc avant le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, en 2019, il y a une loi qui a été adoptée pour la souverainisation d'Internet. Donc, le fait d'avoir un système qui puisse éventuellement être coupé de toutes les influences étrangères. Donc ça, c'est un projet qui est plus ancien que la guerre en Ukraine et qui continue aujourd'hui d'être développé pour pour protéger au maximum l'espace Internet russe qui, pendant longtemps, a été très libre et dont d'ailleurs s'était abondamment servi Alexeï Navalny, faire en sorte qu'il ne soit pas un vecteur d'influence, d'ingérence de la population. Bon, et ça suscite beaucoup de mécontentement. Oui, parce que ça touche vraiment, alors on parle souvent de contrat social, ou on pourrait dire un pacte tacite entre le pouvoir et la société. L'idée en gros, c'est nous, du côté du pouvoir, les grandes questions politiques, c'est nous qui nous en occupons et vous vous en occupez pas. Et à l'inverse, on vous gêne le moins possible dans votre vie quotidienne. Or là, les coupures d'Internet, vraiment, la Russie est un pays très connecté, ça touche vraiment, ça dérange vraiment au quotidien les interactions, y compris économiques. Bon, est-ce que... également, cette gronde, ce mécontentement s'étend aux oligarques.
Alors, les oligarques, ils ont été, en fait, pour l'instant, ils ne se sont pas réellement exprimés sur cette question. Les oligarques, ils ont plutôt été, le mouvement depuis 2022 a plutôt été un mouvement allant dans le sens de la loyauté. C'est-à-dire que c'était une des grandes attentes, de savoir est-ce que finalement il y aurait une division des élites, et notamment des élites économiques. Vous avez aujourd'hui plutôt des experts économiques qui alertent sur la situation de la Russie. Et là, récemment, mais les oligarques restent pour l'instant extrêmement loyaux. Ils ont fait l'objet de sanctions, ce qui les a rendus plus dépendants du Kremlin. Il y a eu toute une vague quand même d'assassinats, ou en tout cas de suicides entre guillemets très mystérieux en 2022 qui montre bien qu'il a fallu à un moment quand même, du point de vue du pouvoir, faire en sorte de provoquer cette loyauté. Et là, fin mars, les oligarques ont été convoqués au Kremlin et Vladimir Poutine leur a dit que, sachant la situation économique, il fallait quand même qu'ils aident financièrement la Russie. Ce qui permet aussi éventuellement de désigner un bouc émissaire supplémentaire au cas où le mécontentement continuerait à s'enraciner, où il faudrait désigner des responsables qui évidemment ne soient pas le président russe. Bon, mais est-ce qu'il y a... je prononçais un gros mot, mais est-ce qu'il y a des alternatives à Vladimir Poutine? Est-ce qu'il y a un champ politique qui peut véritablement constituer, je ne sais pas, une critique ou une solution de recours? Ouais. Alors, le propre des régimes autoritaires, c'est de faire en sorte de créer une configuration qui fait que toute alternance semble illégitime. Et il y avait, alors il y a eu toute la période des décennies 2010 qui a été marquée par la figure de Navalny. Alors, je ne rentre pas sur le débat pour savoir si c'était le principal opposant à Vladimir Poutine ou pas, mais qui avait créé, qui en tout cas donnait l'idée qu'une autre Russie était possible. Ce mouvement a été complètement démantelé. Aujourd'hui, lorsque vous avez beaucoup de protestataires qui sont partis, et c'est très difficile d'être actif politiquement lorsqu'on est en dehors des frontières de la Russie, et en interne, dans un contexte extrêmement répressif, ce que vous avez surtout, c'est des mouvements de résistance ou de contournement qui visent à aider, par exemple, les hommes qui veulent pas être mobilisés, ou qui visent à tenter d'alerter la population sur la situation en Ukraine, mais vous n'avez pas réellement de figure qui émerge. Du point de vue donc des oligarques, la question s'est un petit peu posée, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus de personnes qui pourraient incarner une alternative. Et du côté des dirigeants vraiment du cercle rapproché de Vladimir Poutine, pour l'instant, le positionnement est plutôt sur la prudence. Merci beaucoup Clémentine Fauconnier. Je rappelle que vous êtes politiste, maîtresse de conférences à l'Université de Haute-Alsace. On vous doit notamment La Russie de Poutine, du tournant autoritaire à la guerre. C'est paru aux éditions du Cavalier Bleu.